Alors, et si la volonté si ce n'était pas la force la plus puissante de notre esprit, Hmm. s'il y avait une autre force qu'on ignore souvent et qui dicterait la plupart de nos actions, surtout quand on lutte là contre nous-mêmes. C'est une question qui est un peu à contre-courant, hein. On nous apprend depuis tout petit qu'il faut se forcer, faire des efforts. Exactement, Donc l'idée que la volonté pure ne soit pas le moteur principal, c'est assez déstabilisant. totalement. Et pour bien comprendre l'idée, la source du jour nous propose une expérience de pensée que je trouve géniale. Imaginez une simple planche, en bois. D'accord. Elle fait 10 mètres de long, 30 centimètres de large. On la pose par terre, dans un jardin. Si je vous demande de la traverser, vous le faites sans même y penser. C'est facile. Évidemment. Bah oui, personne n'hésiterait. Maintenant, on prend cette même planche, exactement la même, et on la place entre les deux tours d'une cathédrale. Ah, là c'est autre chose. Voilà. La volonté de traverser, elle peut être immense. Mais qui oserait? Quasiment personne. Pourtant, le geste est le même. Ce qui a changé, c'est que l'imagination de la chute, elle est devenue des millions de fois plus puissante que la volonté d'avancer. Et c'est précisément ça. C'est cette expérience de pensée, formulée par un pharmacien français, Émile Coué, qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. On se base sur son ouvrage du début du XXe siècle, Oui, qui s'intitule La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente. C'est un titre un peu long, je vous l'accorde. un peu, ouais. Oui, mais tout est dit dedans. Notre mission aujourd'hui, c'est donc ça. Décortiquer cette idée radicale. Et si notre imagination était la vraie reine de notre royaume intérieur? Et si, au lieu de la combattre, on apprenait à la diriger? Et que ce soit ça, la clé de notre bien-être. Pour bien comprendre sa méthode, il faut d'abord saisir sa vision de l'esprit. Coué postule qu'il y a en nous deux moi qui cohabitent. Et ils ne sont pas toujours d'accord. 2 mois. Oui, le premier, c'est le moi conscient. C'est celui auquel on pense quand on dit « je ». Il y a notre volonté, notre raisonnement et aussi notre mémoire qui, bon, il faut bien l'avouer, est souvent pleine de trous. C'est le moi qui fait des listes de choses à faire, qui se dit demain c'est décidé, je me lève tôt pour aller courir. Exactement. Mais à côté de lui, il y a l'autre, le moi inconscient. Et Coué l'identifie quasiment à notre imagination. Et cette force-là, elle est d'un tout autre calibre. Ah oui? C'est elle qui gère tout en coulisses, toutes les fonctions vitales de l'organisme. Le cœur qui bat, la digestion, tout ce qui se fait sans qu'on y pense. Et ce moi inconscient, il a une mémoire parfaite de tout, mais il a une particularité. Il est incroyablement crédule. Il ne raisonne pas. Il accepte les idées comme des ordres. Pour Coué, le vrai patron, c'est lui. D'accord, mais si le patron, l'inconscient, dit non, et que le petit employé, notre volonté, dit oui, que se passe-t-il? J'imagine que ça crée des étincelles, plus que ça. Pour Coué, la règle est absolue. En cas de conflit entre la volonté et l'imagination, c'est toujours et sans aucune exception l'imagination qui gagne. Toujours. Ouais, C'est une affirmation incroyablement forte. Ça voudrait dire que tous nos efforts de volonté sont inutiles s'ils vont à l'encontre de ce qu'on imagine. précisément. Et c'est là que sa démonstration est brillante. Parce qu'il utilise des exemples du quotidien que tout le monde connaît. Prenez l'insomnie. Hmm, Plus on se dit « je veux dormir », plus on s'agite, plus on fait d'efforts, et plus on reste éveillé. La volonté est là, mais l'imagination est bloquée sur l'idée « je n'y arrive pas ». Et c'est elle qui gagne. c'est tellement vrai. Ou alors quand on essaye de se souvenir d'un nom. Plus on forge en se disant «Allez, souviens-toi», plus le nom nous échappe. Et c'est seulement quand on lâche prise qu'il réapparaît comme par magie. On peut même penser à des choses plus physiques. Le fou rire. Ah oui, Celui qu'on essaie de contenir pendant une réunion. L'effort de volonté pour l'arrêter ne fait que le rendre plus puissant, plus irrépressible. Ça me rappelle exactement l'apprentissage du vélo ou de la conduite. Mon moniteur criait tout le temps « Arrête de regarder l'obstacle, sinon tu vas foncer dessus ». voilà. Et bien sûr, ma volonté, c'était d'éviter. Mais mon imagination était tellement fixée sur le poteau que j'allais droit dessus. C'est exactement ce principe. C'est l'exemple parfait. Le corps suit l'image mentale, pas l'ordre volontaire. Et Coué, il applique ça à des cas bien plus dramatiques. Il parle de l'alcoolique qui veut, sincèrement, arrêter de boire. Sa volonté est là, elle est réelle. Bien sûr. Mais s'il s'imagine en même temps « je ne suis pas capable, je vais rechuter », cette image de l'échec est si forte qu'elle le pousse, selon ses propres mots, irrésistiblement à boire. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à l'observation. Il a essayé de formaliser tout ça, d'en tirer des lois, un peu comme un physicien. Oui, Il a tout structuré autour de 3 lois principales.
La première, on vient de la voir, c'est la loi du conflit. Quand la volonté et l'imagination sont en guerre, l'imagination gagne toujours. Ok, la base de tout son système. La deuxième est plus subtile, c'est la loi de l'effort contraire. Il dit que dans ce conflit, la force de l'imagination est proportionnelle au carré de la volonté. Au carré, hein. Oui, bon, il précise que c'est une image, hein, pas une formule mathématique. Mais l'idée est puissante. Plus on déploie d'efforts de volonté pour battre une image négative, plus on la renforce. En gros, lutter, c'est nourrir son adversaire. D'accord, mais ces deux premières lois sont incroyablement pessimistes. On est en conflit, on perd, et plus on essaye, pire c'est. C'est un piège parfait en fait. C'est ça. Est-ce qu'il propose une porte de sortie ou on est juste condamné à être les jouets de notre imagination? Heureusement, oui, c'est sa troisième loi, la loi de l'imagination dirigeable. Et ça, c'est la clé de voûte de toute sa méthode. Pour lui, l'imagination, c'est comme un torrent ou un cheval sauvage. J'aime bien l'image. Si on la laisse faire, elle nous emporte. Mais on peut apprendre à la canaliser, à lui mettre une bride. On ne la combat pas de front, on la guide. C'est notre temps à pratiquer l'autosuggestion, mais sans s'en rendre compte, et souvent de façon très négative. Ah oui. Le fameux « avec ce temps, je vais attraper un rhume » ou « je suis nul pour parler en public ». Je vais encore tout oublier. Et notre imagination, en bon soldat, prend ça pour des ordres et fait tout pour les réaliser. Donc sa méthode, c'est juste de prendre le contrôle de ce dialogue interne et de le rendre positif. Exactement. Mais il insiste sur une distinction qui est capitale, la différence entre la suggestion et l'autosuggestion. Pour lui, la suggestion, c'est l'idée d'imposer une idée au cerveau d'un autre, comme un hypnotiseur. Voilà. Sauf que, selon Coué, ça n'existe pas vraiment. Ça ne marche que si l'inconscient de la personne accepte l'idée et la transforme en autosuggestion, c'est-à-dire l'implantation d'une idée en soi-même par soi-même. Le vrai pouvoir n'est jamais chez le praticien, il est toujours chez le sujet. Le praticien n'est qu'un guide. Ce qui nous amène à la fameuse phrase, celle que tout le monde connaît, même sans savoir d'où elle vient. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Oui, son outil universel. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que son utilisation est encadrée par un protocole très précis. Ce n'est pas juste une petite pensée positive en passant. Ah! Alors, quel est le mode d'emploi exact selon le livre? D'abord, le moment. Matin, avant de se lever, et soir, une fois au lit. Dans cet état de demi-sommeil où le conscient est moins vigilant. D'accord. Ensuite, la méthode vert. Fermez les yeux, répétez la phrase 20 fois de suite, et il insiste sur deux détails qu'il juge indispensables. Primo, bouger les lèvres en la prononçant, même tout bas, pour l'incarner. D'accord. Et deuxièmement, compter les répétitions de manière mécanique, idéalement avec une cordelette à 20 nœuds qu'on fait glisser entre les doigts. Une cordelette à nœuds, j'avoue que ça a un côté un peu rituel, non? Presque superstitieux. Pourquoi c'est si important? Justement, parce que l'objectif, c'est de contourner la volonté. Le fait de compter mécaniquement sur la cordelette, ça occupe l'esprit conscient. Ça l'empêche de critiquer, de se dire « c'est stupide, ça ne marchera jamais ». Ah, je vois. Pendant que le conscient est occupé à une tâche bête et répétitive, le message y passe directement à l'inconscient, qui lui ne critique pas. C'est une sorte de piratage de notre propre esprit. C'est malin. Et l'état d'esprit est crucial, le faire avec foi, mais surtout sans effort. Il ne faut pas vouloir aller mieux, il faut s'imaginer qu'on va mieux. Et il propose même une sorte de méthode d'urgence pour les douleurs, les angoisses soudaines, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour un mal de tête, une angoisse. Il conseille de s'isoler, fermer les yeux, passer la main sur la zone douloureuse ou sur le front si c'est une pensée, et répéter très vite en remuant les lèvres. Ça passe, ça passe, ça passe. Comme une litanie. Exactement. Il prétend qu'avec l'habitude, le soulagement peut être quasi instantané. J'avoue que ça sonne un peu trop simple dit comme ça. On a du mal à y croire. Quelle était sa clé pour que les gens y arrivent? Pour qu'ils soient convaincus? La clé, c'est la conviction. Et Coué était très conscient du problème. Il savait que le plus grand obstacle, c'était le scepticisme. Alors, avant même d'enseigner sa méthode, il faisait passer ses sujets par une série D'expériences préparatoires. des sortes de tours de chauffe pour le cerveau. Pour le rendre plus réceptif. C'est une bonne image, oui. Il appelait ça l'ABC de la pensée consciente. L'une des plus célèbres, c'est l'expérience des mains jointes. Racontez. Il demande à la personne de joindre les mains, de les serrer très fort et de penser intensément « je ne peux pas les défaire ». Il compte jusqu'à 3 et lui dit d'essayer. Et là, plus la personne essaie de les séparer avec sa volonté, plus elle se serre.
Plus l'idée «je ne peux pas» les verrouille. Les mains sont littéralement collées par l'imagination. Et puis, dès qu'il lui demande de changer d'idée, de penser «je peux», elle se sépare sans le moindre effort. Il faut s'imaginer la scène. Les gens dans son cabinet qui se retrouvent littéralement coincés avec leurs propres mains. Ça devait être un sacré électrochoc pour les sceptiques. C'est une preuve par l'absurde. Exactement. Le but, ce n'est pas le tour de passe-passe, c'est la prise de conscience fulgurante pour la personne qui se dit « Waouh, mon corps a obéi à mon idée, pas à ma volonté ». Une fois cette conviction ancrée, la porte est ouverte pour le reste. Et une fois cette porte ouverte, les résultats qu'il décrit dans son livre, honnêtement, ils sont difficiles à croire. Il faut bien sûr rappeler que ce sont ses propres récits, mais l'éventail des guérisons qu'il prétend avoir facilitées est stupéfiant. On entre là dans la partie la plus controversée et la plus fascinante de son œuvre, c'est clair. Côté physique, par exemple, il rapporte le cas d'une hémorragie dentaire. Oui, stopper net en 2 minutes, simplement en suggérant au patient que le sang allait s'arrêter de couler. Une hémorragie coupée. En 2 minutes. Là, on quitte le domaine de la psychologie, on entre dans celui du miracle. Attendez, ce n'est rien. Il décrit le cas d'un homme paralysé des membres inférieurs depuis 2 ans, qui se remet à marcher après 11 mois de pratique quotidienne. Non. Il va même jusqu'à mentionner la guérison d'un cas de tuberculose avancée. Là, on atteint un autre niveau. Guérir la tuberculose par l'autosuggestion, au début du XXe siècle, c'est une affirmation d'une audace folle. Comment est-ce qu'il justifie ça? Parce que sans explication, ça ressemble à de la pensée magique. Et c'est là que ça redevient intéressant. Son explication se veut totalement rationnelle, physiologique, pas du tout magique. Il part du principe que notre inconscient contrôle toutes nos fonctions organiques. D'accord. Si on arrive à implanter durablement dans l'inconscient l'idée « cette tumeur doit disparaître » ou « ces poumons doivent se réparer », l'inconscient prend ça pour un ordre. Il va alors utiliser le cerveau comme un tableau de commande pour envoyer des directives précises au corps. C'est-à-dire concrètement? Par exemple, pour une tumeur, il imagine que l'inconscient ordonne aux artères qui l'irriguent de se contracter, une vasoconstriction. Ah oui. Privée de sang, donc de nourriture, la tumeur s'atrophie et est éliminée. Pour la tuberculose, l'inconscient commanderait aux globules blancs de multiplier leurs attaques contre les bacilles. Ce n'est pas l'esprit qui guérit, c'est l'idée qui déclenche une cascade de réactions physiologiques bien réelles. C'est une vision incroyablement moderne pour l'époque. On dirait presque de la psychoneuroimmunologie avant l'heure. Tout à fait. Si on fait la synthèse, on arrive à une conclusion vertigineuse. On serait gouverné non pas par notre volonté, mais par notre imagination. Et cette force, qui est si souvent notre pire ennemi, pourrait devenir notre plus grand allié si on apprenait à la guider. Absolument. Et le message fondamental de Coué, c'est vraiment de redonner le pouvoir à l'individu. Il se défendait d'être un guérisseur. Il se voyait comme un professeur. Un professeur qui apprend à ses élèves à se servir d'un instrument qu'ils possèdent déjà en eux. Mais dont ils ignorent le mode d'emploi? Voilà. L'objectif, c'est de cultiver une confiance en soi profonde, basée sur la connaissance de cette force intérieure. Pour finir, et pour laisser une dernière idée à méditer, la source contient une application de la méthode que je trouve particulièrement surprenante. Coué la recommande aux parents, pour l'éducation de leurs enfants. C'est un aspect de sa méthode qu'on oublie souvent, mais qui est tout à fait logique dans son système de pensée. Il suggère aux parents d'attendre que leur enfant soit profondément endormi, puis de se tenir silencieusement près de son lit et de lui murmurer 15 ou 20 fois les qualités qu'il souhaite pour lui. Des choses comme Tu dors bien et tu te réveilleras en pleine forme, tu apprends facilement tes leçons, tu es de plus en plus calme et obéissant. l'idée, c'est que l'inconscient de l'enfant, qui selon Coué reste en veille pendant le sommeil, reçoit ces suggestions directement, sans le filtre critique du moi conscient qui, lui, dort à point fermé. Exactement. Une technique toute simple qu'il présente comme ayant des résultats excellents. C'est une idée à la fois fascinante et un peu dérangeante, non? Elle soulève des questions incroyables sur le pouvoir de l'influence, sur la frontière entre éducation et manipulation, et sur ce qui se passe vraiment dans les profondeurs de notre esprit quand nous dormons.